Les prochains speakers, Martin, Benoît, Violette, vous pouvez monter sur scène avec moi, Sébastien aussi. Et on va parler circuit court, le choix du local. Vous allez voir, c'est assez passionnant. Prenez place, allez-y. Donc on va échanger pendant 45 minutes ensemble. Ensuite, il y aura les questions du public, évidemment, j'espère. Hop. Parfait, on est quasiment tous là. Vas-y. Bon, on va commencer cette table ronde sur le choix du local circuit court. Tout simplement, je vais vous demander de vous présenter. Martin, est-ce que tu veux commencer? Peut-être le micro devant. Voilà. Super, merci beaucoup. Oui, bonjour. Martin Brevard, donc j'ai repris le Mailleux avec mon associé Loïc Barre il y a 9 mois. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Mailleux, on est une entreprise juste à côté d'ici, à Saint-André-les-Lilles. On est fabricant tout intégré dans la maille. Donc depuis l'achat du fil, on va venir tricoter, fabriquer la matière, faire la coupe, la broderie, la confection, le contrôle qualité, la finition, l'expédition, mais également la création avec le style, le modélisme et le prototypage. On offre un service clé en main pour toutes les marques qui souhaitent relocaliser une partie de leur production. Et notre mission, c'est de fabriquer des sous-vêtements qui soient bons pour l'homme et pour l'environnement. Super, merci beaucoup. Violette? Bonjour, Violette Watine, je suis directrice générale du Slip français. Ça fait plus de 15 ans que je travaille à changer le monde à mon échelle. J'ai d'abord créé une enseigne de distribution de cosmétiques bio qui s'appelle Mademoiselle Bio, que j'ai revendue aux anciens propriétaires de Naturalia, qui continuent de développer l'enseigne. Et depuis, je rejoins des fondateurs brillants et inspirés qui ont envie de changer le monde et je les aide à développer les marques. Le slip français, pourquoi on change le monde? Déjà parce qu'on fabrique avec Martin et avec les établissements Le Mailleux depuis 7 ans. L'idée, c'est quoi? C'est en fait, il y a énormément de sous-vêtements. Il y a plus de 95% des sous-vêtements consommés en France qui sont fabriqués dans le grand export. Nous, l'idée, c'est de proposer des produits qui ont du sens, du textile qui a du sens et qui est 100% fabriqué en France. Sauf la matière, bien sûr. On n'a pas encore de champs de coton en France, ils sont en train de pousser. Mais sinon, on tricote, on teint, on façonne, on produit, nos cartons, tout est fait en France. C'est notre engagement et peu à peu, on devient de plus en plus engagé dans la circularité, dans les matières environnementales plus friendly. Et on a vraiment envie, à notre échelle, de proposer des produits et des vêtements qui ont du sens. Merci. Benoît. Bonjour à tous, donc Benoît Fry, donc moi je suis le responsable du tiers-lieu Plateau Fertile, qui est un tiers-lieu spécialisé pour la mode, le textile et le design, et qui est porté par l'association Norcrea qui organise donc les Fashion Tech Days. Voilà, donc c'est un tiers-lieu qui a été créé, on va dire, à la demande de tous les adhérents de Norcrea, parce qu'ils avaient envie en dehors de ces événements comme Fashion Tech Days ou Fashion Green Days, de partager beaucoup plus au quotidien et échanger sur partager des équipements, partager des compétences, voilà, et travailler en réseau. Ce que fait, on va dire, Plateau Fertile depuis 1 an, puisque il a juste 1 an, il a été ouvert juste l'année dernière au moment des Fashion Green Days. Voilà, donc depuis, il y a un atelier de confection qui démarre, qui a démarré, où il y a 5 personnes qui travaillent, avec un mélange, on va dire, de personnes qui sont, on va dire, intégrées et d'autres personnes qui travaillent, on va dire, en freelance. Voilà, donc ce qui permet d'avoir une souplesse, d'avoir des compétences différentes. On a aussi un atelier d'impression pour faire de la personnalisation. Et on est en train de monter un projet, on va dire, avec tous nos partenaires autour d'un centre d'expérimentation et de formation pour le design 3D.
donc avec 2 partenaires, donc Gerber pour la partie plus chaîne de production et avec Clos pour la partie plus design. Voilà, donc je suis là aussi pour parler des expériences, on va dire, qu'on mène avec les partenaires, puisque tout cet ensemble, c'est pour essayer, on va dire, de mener des projets, d'expérimenter des projets qui vont, on va dire, de la conception jusqu'au démarrage, à l'expérimentation de la vente, sachant qu'après, il y a un réseau derrière pour faire de la production qu'on va essayer de développer localement. Super, merci beaucoup. Sébastien? Donc bonjour, Sébastien Thomasé, je suis maître de conférence à l'ANSET de Roubaix, ici, et au laboratoire Gemtex. Donc moi je suis un académique et je pratique des recherches à différents niveaux, donc c'est-à-dire au niveau recherche fondamentale ou alors recherche beaucoup plus appliquée, voire de recherche-développement pour les entreprises, principalement sur les thématiques de la supply chain textile, habillement, distribution. Donc aussi bien la prévision des ventes jusqu'à la distribution, la gestion des stocks, la structure de la supply chain, optimisation des coûts, optimisation différents critères. Super, merci beaucoup. Tout de suite, on va commencer par définir ce que c'est un circuit court. En fait, finalement, c'est quoi? Est-ce que c'est produire en France? C'est produire en Europe? Est-ce que c'est juste du manufacturing? L'approvisionnement, on le fait comment? Pour vous, c'est quoi un circuit court? Denis? Alors pour moi, qui suis, on va dire, une grande expérience de la distribution, puisqu'avant j'étais directeur de l'offre d'enseigne de mode. Le circuit court, c'est d'abord, avant tout, de répondre à des tendances de dernière minute. Ça s'est beaucoup développé avec les réseaux sociaux, Instagram notamment. Mais ça existe depuis très longtemps. Ça a démarré avec ce qu'on appelle le sentier, il y a 20 ou 30 ans. On va dire que quelque part, ça s'est un peu épuisé sur cette forme, on va dire, de la tendance fast fashion, au profit, on va dire, de répondre plutôt à une demande qui a, on va dire, à une demande client, c'est-à-dire avoir des séries, on va dire, plus courtes, et puis de répondre maintenant davantage en fonction des demandes, notamment avec le web, qui font varier les demandes d'une semaine à l'autre de façon importante. Donc c'est vraiment répondre très rapidement à la demande du client. Sébastien. Violette, vas-y. Alors nous, c'est une autre perspective. Nous, le circuit court, c'est notre engagement, c'est l'avenir, c'est ce qu'on veut construire, c'est le sens de la mode. Aujourd'hui, le Made in France, il est à géométrie variable même. On peut se dire, on peut avoir un produit Made in France, mais en fait dont la matière a été tricotée au Pakistan. Ça marche pas. Nous, l'idée et notre engagement, c'est de dire, en fait, il faut qu'on soit sur un Made in France qui soit complètement intégré. Et le circuit court, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire typiquement, et je laisserai Martin en parler, ça veut dire du coton qui arrive, mais qui derrière est tricoté, qui est teint, qui est façonné chez le même fabricant, avec une intégration verticale qui permet d'être agile. Et nous, l'avantage qu'on voit au circuit court, déjà, c'est une redynamisation du tissu local. Et pour nous, c'est un produit qui a du sens, c'est redonner de la valeur aux produits de consommation. Ça veut dire qu'en fait, il faut aussi faire des beaux permanents, des beaux classiques. On croit beaucoup dans une mode qui est durable, on ne croit pas dans cette mode éphémère dont on se lasse des tendances et des t-shirts qu'on jette au bout de 6 mois. 90% des emplois dans l'industrie textile a été détruite dans les 30 dernières années. C'est pas cohérent quand on sait tous nos savoir-faire en France. Donc nous, notre objectif, c'est de vendre directement aux consommateurs, donc de couper une certaine échelle pour permettre de rendre le Made in France accessible aux Français. Parce que on a certains fabricants qui sont aussi fabricants pour des marques de super luxe, où pour un même coût de fabrication, vous allez trouver le même produit 4 fois plus cher dans d'autres marques. Nous, l'idée, c'est de dire, on va en fabrication française, on propose un juste prix, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les coefs de la mode traditionnelle de x7, x8, x10, on fait un x2,5, x3, et on s'y tient. Donc on ne fait plus de promotion. Le circuit court, c'est quoi? C'est aussi la possibilité d'adapter nos commandes. Le problème de la mode qui vient de très loin,
C'est des surstocks et du coup des soldes en fin de saison et du coup des soldes en milieu de saison et du coup un hiver qui vient pas, qui est hyper chaud, donc des doudounes qui sont sur les bras et qu'il faut solder. Et ça, pour nous, on ne croit pas à ça. On croit à une mode intelligente qui est produite à la demande ou en tout cas en temps suffisamment agile qui nous permettent d'être au juste prix toute l'année. Et du coup, sans promotion en fin d'année ou avec un minimum de promotion. Le slip français, c'est 5% de promotion annuelle. Et c'est moins de 10% de leftover. Enfin, c'est des taux, mais c'est du bon sens. On ne peut pas se permettre de faire autrement. Donc, et pour nous, le circuit court, c'est l'agilité, c'est l'intelligence, c'est le bon sens. Et c'est surtout l'avenir. Merci. Martin? Merci. Pour moi, le circuit court, c'est la solution en fait, à de nombreux problèmes qu'on vit aujourd'hui dans notre monde. Hier, on parlait de consommer moins mais mieux d'une manière frugale. C'est une des solutions, et c'est une des solutions qui va avec le circuit court. Je pense qu'on s'est perdu. Le circuit court apporte des solutions sur ce que l'import apporte pour le prix ou des produits différenciants. Aujourd'hui, on s'est concentré surtout sur le prix et les volumes, et on a oublié les fondamentaux, les relations humaines, le sens dans les achats. Le circuit court est là pour apporter du sens, est là pour apporter du sens et des solutions par rapport aux consommateurs qui sont de plus en plus volatiles. C'est de moins en moins... la consommation est de moins en moins prévisible. On parlait des coefficients, Violette parlait des coefficients 7 x 8 avec des promos derrière. Le circuit court est là pour apporter de la solution. Le circuit court aussi est là pour apporter des solutions en termes de qualité et en termes de service. Pour moi, le circuit court peut exister vraiment si on se concentre sur la valeur ajoutée, tout ce que n'apporte pas l'import. C'est finalement revenir aux fondamentaux par rapport à ce que la nature nous apprend. Et voilà, c'est de revenir à des années derrière, mais c'est des années où le monde continue à avancer, et puis il faut se concentrer dans cette direction. Nous, on existe depuis 72 ans chez Le Mayeux. On s'est battu, il y a eu des périodes très difficiles au moment de la délocalisation dans les années 90-2000, mais on est toujours là parce qu'on a une production intégrée. Et je pense que voilà, c'est surtout ça qui est important. Merci. Sébastien, tu veux rajouter quelque chose? Moi, de mon point de vue, donc plus, avec un peu plus de recul, effectivement, ce que j'entends, c'est que c'est pour répondre à une demande à court terme très volatile, donc avoir très réactif par rapport aux variations de la demande. Par contre, si je peux me faire l'avocat du diable... Vas-y, on est là pour ça. On peut imaginer des circuits courts en import, en prochain port peut-être même en grand import. Voilà. Est-ce que tu pourrais juste nous définir qu'est-ce que grand import, petit import, pour les gens qui n'ont pas forcément le vocabulaire? Assez caricaturalement, la zone euromètre pour prochain port et l'Asie pour le grand import, par exemple. Parfait. Donc voilà. Nous, je sais qu'au niveau académique, on peut simuler des choses avec des supply chains grand import, prochain port local, parce que là, on est surtout sur du local. Et on a des résultats aussi qui peuvent être pertinents économiquement, alors peut-être moins écologiquement ou socialement, mais voilà. Donc on peut, attention, circuit court, production locale, je pense que c'est pas... La production locale est dans le circuit court, mais on n'a pas tout le circuit court dans la production locale, peut-être. D'accord, merci beaucoup. Et justement, on parle de circuit court, mais c'est pour quel type de produit exactement? C'est pour tous les produits, certains produits spécifiques, des intemporels? Au contraire, en fait, une copie qui doit être rapide sur le marché. Pour vous, c'est quoi, en fait? Comme vous voulez. Ouais, en fait, ça peut concerner, on va dire, tous les produits, puisque c'est une demande, on va dire, ça répond à une demande, donc ça dépend de la saison, on va dire, globalement, puisque, on va dire, en été, les femmes portent peut-être plus facilement des robes imprimées, puisque, on va dire, une grande partie on va dire, de la demande des robes se concentre sur quelques mois de l'année. Au moment, on va dire, de Noël, c'est autre chose, la demande.
Je pense que, on va dire, il y a une partie du circuit court qui va se concentrer, on va dire, sur plutôt des petites pièces, hein, mais on peut très bien envisager aussi, on va dire, du circuit court sur du manteau, voilà, on a encore, par exemple, un producteur à Esbrook, Lenner, qui fait un peu de circuit court sur du manteau, par exemple, voilà. Violette? Alors nous, on a développé progressivement en circuit court tout type de produits. Toute la gamme de produits. On cherche et on développe des partenariats avec des savoir-faire locaux. On a voulu sortir un caban fabriqué en France. C'est pas facile de continuer de trouver les bons fabricants qui ont le bon savoir-faire. On l'a trouvé dans le fabricant de la Marine nationale. Donc notre caban est fait par le même fabricant que celui qui fabrique pour toute la Marine nationale. Il y a heureusement encore des savoir-faire français qui ont réussi à tenir le coup et qui ont envie de se développer. Et nous, on est ravis de faire ces partenariats. Toute notre fabrication est en circuit court et en fabrication française. Je suis d'accord avec vous qu'on pourrait se poser la question que, en fait, nous, c'est un sacerdoce, la fabrication française. Je crois surtout qu'on croit à la fabrication locale. Je ne sais pas si demain on ira vendre de la fabrication française au Japon. Je pense que ça n'a aucun sens. Pour nous, le bon sens, c'est de consommer près de chez soi. Et c'est ça qu'on construit. Et ce qu'on veut développer surtout, et ce qu'on veut garder, et ce qu'on veut renforcer, c'est les savoir-faire locaux. On a lancé des charentaises, on a relancé des espadrilles, on a énormément de savoir-faire, de l'indigo. On a énormément de savoir-faire en France et dans d'autres pays. Et en effet, le Portugal et d'autres pays ont des savoir-faire métiers historiques. Et ce qui est très important pour nous, c'est de garder ce sens-là, même si nous, aujourd'hui, on est sur le territoire français, c'est notre savoir-faire. Mais donc c'est pas répondre à une demande fugace et d'approvisionnement, c'est vraiment de se dire comment dans le long terme on garde nos savoir-faire et comment on redynamise notre économie locale et comment on s'assure de proposer des produits qui ont du sens, qui sont en effet peut-être plus chers mais plus durables parce qu'un vrai savoir-faire, une vraie qualité. Merci. Martin? Oui, je pense que Violette a très bien résumé. Ce que je voulais dire, c'est le savoir-faire. On peut tout faire en circuit court à partir du moment où il y a un savoir-faire. Ça a été effectivement très critique pendant des années en France et en Europe avec les délocalisations à outrance dans le textile. Heureusement, il reste quelques entreprises. Et heureusement, il y a des consommateurs et il y a des marques qui se sont créées, on va dire, au bon moment pour préserver ce savoir-faire. Parce que si on continuait encore à délocaliser... on serait vraiment arrivé à un point critique. Tant qu'il y a le savoir-faire, et il est là, et moi j'ai vraiment une parole encourageante, parce qu'on sent vraiment qu'il y a une demande de plus en plus grande sur le Made in France, mais avec surtout toutes les valeurs que le Made in France véhicule, la qualité, le sens, le social, l'environnement. C'est pas juste le mot France qui est derrière, c'est justement le circuit court, et je pense que ça peut marcher dans tous les pays. Et ben on sent... nous, on a des nombreuses commandes et on sent qu'il y a derrière tout un circuit des sous-traitants, des façonniers qui réémergent. Et le plus gros défi, c'est de pérenniser ce savoir-faire, donc c'est d'embaucher et de former. Et là-dessus, je rebondis, avis aux entrepreneurs, aux formateurs et tout. On a un vrai manque de formation sur le textile et la fabrication textile. Moi, je le vois au niveau de tous nos fabricants. Ils cherchent tous à réinternaliser leur savoir-faire. Beaucoup sont partis à la retraite et rappellent leurs retraités pour reformer les jeunes. On a besoin de circuits de formation dans le textile. Le textile reprend en France et c'est une bonne nouvelle. Mais mobilisez-vous, mobilisons-nous pour nous assurer que ces savoir-faire qui sont encore dans certaines têtes et dans certaines mains, parce que c'est un vrai savoir-faire de main, soient pérennisés et pas juste au niveau d'une entreprise, mais au niveau d'un savoir collégial. Donc je sais qu'il y a des universitaires, je sais qu'il y a des professeurs et tout, je sais qu'il y a des entrepreneurs, avis aux volontaires, parce que je pense qu'il y a une vraie volonté à développer et pérenniser notre savoir-faire historique. Il n'y a plus qu'à faire.
Sébastien, tu veux rajouter quelque chose peut-être sur ces produits? Par rapport au type de produit, Exactement. Bon, à entendre les témoignages, effectivement, on n'a pas de raison de penser qu'on doit se limiter à une catégorie de produits. Et une fois qu'on a une production locale bien rodée, il n'y a pas de raison de se limiter effectivement sur cette typologie de produits. Super, merci beaucoup. Alors, vous avez exprimé le fait qu'avant, entre guillemets, on faisait du volume, on travaillait sur les coûts et qu'aujourd'hui, en fait, on doit être sur une juste quantité. Bah justement, comment on connaît cette juste quantité? Comment c'est ce qu'on doit produire? Parce qu'effectivement, je trouve l'idée extrêmement sympathique, mais derrière, effectivement, comment on fait? Comment vous faites concrètement? Si tu veux. Hein. Alors, bon, comment je l'imagine moi, hein. Exactement. Comment je ne fais pas. Ouais. Alors nous, au niveau de la recherche, on a deux pistes, je dirais. On a une première piste qui est la fabrication à la demande, où là, on essaye de répondre au plus vite à une demande, donc on ne fait rien tant qu'il n'y a pas de demande. Et la deuxième piste, c'est d'essayer de détecter les tendances court terme. Donc là, on veut plus appel à des techniques du genre intelligence artificielle, où voilà, avec la masse de données qui est actuellement disponible, on essaye de détecter les tendances à court terme, hein, évidemment, et pour essayer de déclencher une production qui va correspondre à la demande actuelle. Voilà. Mais dans ces cas-là, il faut quand même avoir du stock de matières premières. Donc ça, il faut l'anticiper. Oui. Après, sur des productions intégrées comme on a ici, je pense qu'on peut avoir du stock de matières écrues, par exemple. Et bon, ça, c'est assez pérenne. Et ensuite, on produit, dès qu'on détecte une tendance, par différents moyens, on lance la production à partir de là. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, hein, mais malgré tout, si on a du stock de matières premières, on a du stock. Donc on l'a acheté à un moment. Donc il est immobilisé. Donc à un moment, on a déplacé le problème du produit fini à la matière première. Matière un peu grossière. Finalement, le problème existe toujours, non? Bon, après, je peux laisser la parole à mes Je dis collègues, ça comme ça, hein, vite fait. Personnellement, je pense que c'est aussi une échelle de valeur. Bon, le stock, la valeur de stock écru par rapport à la stock produit fini, je pense qu'il y a aussi une échelle de valeur qui est assez différente. Mais, Violette, peut-être si tu pourrais nous expliquer comment vous faites. Nous, en fait, on est parti du principe qu'on ne pouvait pas avoir que des inconvénients dans la fabrication française. Le principal inconvénient, c'est le coût de fabrication. Pour vous donner un exemple, un boxeur en fabrication française, c'est 11 pièces d'assemblage à la main. Donc c'est du temps homme. Et le temps homme en France, c'est un SMIC, c'est des congés payés, c'est dû à la mutuelle et tout ça. Et ce temps d'assemblage, on ne peut pas le réduire et on ne gagnera pas sur ce coût de fabrication. Donc là, notre réflexion, elle a été de dire comment on réinvente le modèle textile pour être au juste prix pour le consommateur et ne pas souffrir de toutes les difficultés des marques traditionnelles. C'est là où on s'est mis directement à un prix qui est juste, où on fait quasiment pas de promotion et où on se dit que l'écueil, c'est le trop de stock. À partir de là, on a des fabricants avec qui on travaille main dans la main, qui sont très, très tolérants. Mais grosso modo, notre manière de faire, c'est on n'a pas de difficulté pour évaluer le volume de vente qu'on va faire au global. On sait à peu près où on sait très bien planifier par de la data notre atterrissage de chiffre d'affaires en fin d'année. Les catégories qu'on va vendre et les volumes par catégorie, on sait qu'on va faire 200 000 boxeurs, 100 000 slips, voilà. La grande difficulté qu'on a, et qu'on a tous à peu près dans la mode, c'est on a une direction du style qui nous dit « Ouais, tu vas voir ce jaune, il est trop canon en termes d'image, on va en vendre un max et tout ». Ou au contraire de dire, bon, alors ce jaune, c'est tout à fait tactique, ça va mettre un peu de lumière dans le rayon, mais on va pas en vendre. Et puis finalement, ce jaune, il a une jolie photo, il plaît vachement, il n'y a pas de soleil en début de saison, donc ça ramène le soleil en magasin. Et finalement, c'est un best vente, là où on s'était dit qu'on en ferait 500 pièces. Et ça, c'est notre capacité d'adaptation. Donc oui, quelque part, on s'engage sur un volume de production à la saison. On sait dire qu'on va faire X boxer, X, Y slip et Z pyjama. Mais en revanche, on confirme tous les mois nos volumes de production aux fabricants. Donc, on s'est engagé vis-à-vis du fabricant
à lui occuper son planning de prod sur des volumes donnés de coton, de couleur et tout, mais on ne confirme si on produit du jaune ou du bleu, de l'imprimé ou de l'uni, que tous les mois. Et à partir de là, le fabricant, on a travaillé de manière à permettre aux fabricants de produire au fil de l'eau et de nous permettre d'arriver en fin de saison sans surstock. Donc en fait, lui, c'est en fait le budget qu'il a sur l'année, et tous les mois, vous confirmez un volume de commande. Et comme ça, lui, en fait, il peut gérer son BFR au fil de l'eau et vous aussi. Et effectivement, il sait qu'à la fin d'année, il aura fait un volume. Exactement. Mais Martin saura très bien vous en parler. Je ne dis pas que c'est toujours simple au quotidien. On s'améliore avec le temps, mais c'est le moyen qu'on a trouvé pour résoudre les problèmes historiques de la mode et nous permettre d'être pérennes avec des prix tendus. Mais ça veut dire aussi que vous avez une relation de confiance qui est énorme. De toute façon, quand on fabrique en France, l'avantage, c'est qu'on n'est pas loin. Donc, on ne peut pas se dire qu'on va fabriquer en France et qu'on ne va jamais aller voir nos fabricants. La relation, c'est une relation durable. Tous nos fabricants qui ont démarré avec nous et qui sont encore là, on continue avec eux. On ne fait pas de coûts. On ne va pas voir les gens pour un lancement de produit. Nous, l'idée, c'est de grandir avec eux. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à grandir aussi vite que nous. Donc on développe des nouveaux partenariats, on développe des nouveaux fabricants, mais en aucun cas on est dans une relation court-termiste. On est toujours dans une relation de long terme, on co-investit sur certaines machines s'il y a besoin, on réfléchit dans du long terme et on construit dans du long terme. Avec Martin, on a un plan de production à 4 ans, on sait dire, et il nous dit ce qu'il a envie de faire en termes de croissance. Et à partir de là, on co-construit ensemble des volumes, une vision et une envie. Mais pour nous, c'est indispensable de construire des fondations solides. On n'est pas en train de faire un feu de paille et en train de se dire qu'on va planter tout le monde dans 2 ans. Donc, on est tous des chefs d'entreprise, on a tous besoin de construire dans du durable et on a tous envie de réindustrialiser la France durablement. Très bien. Martin ? Oui, la confiance est essentielle par rapport au circuit court, on partage les mêmes valeurs avec nos clients et même avec nos confrères et on n'hésite pas à s'appeler, à échanger. Et ça, c'est vraiment une pratique qui est très agréable par rapport à une compétition exacerbée sur le prix. D'ailleurs, Violette, on attend les derniers modèles pour la H19 avec le bureau de style avec Zoé. Mais trêve de plaisanterie, c'est super parce que Fabrice, tu l'as dit, l'essentiel, c'est dans la matière. C'est là où le temps est long, parce que la matière ne vient pas de France. Mais à partir du moment où on a des volumes, par exemple, avec le slip français, on a des volumes 8 mois à l'avance, peu importe la couleur. Nous, en tout cas, on peut commencer à tricoter, on peut acheter la matière, et après, on est capable de produire d'une manière très rapide. Pour vous donner un exemple, on travaille également avec la grande distribution. Et la grande distribution, dans les contrats, il faut pouvoir livrer en 5 jours. Donc on fait des produits des saisonniers, le chaud pour l'hiver, mais 5 jours. Donc voilà. Après, je pense qu'il faut se prendre au jeu dans le circuit court. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on est là pour apporter des solutions. Pas du prix, évidemment, c'est le juste prix, mais voilà, des solutions. Il faut se prendre au jeu. Donc, en tant que fabricant, on sait qu'on peut constamment nous améliorer pour flexibiliser notre production et nos délais. Donc, on va travailler par rapport à la production à la demande. On va faire des tests avec nos clients. On va également, et ça, on est convaincu, et je suis convaincu que ce sera l'avenir du circuit court, c'est de trouver des matières locales. Les matières locales, soit on peut trouver des producteurs de fibres locaux, mais aujourd'hui, hormis le lin, le chanvre, c'est compliqué. Mais après, on a des gisements, on en a parlé au Fashion Green Day, c'est les gisements de matières recyclées. Nous, on a des chutes, on a entre 10 et 15% de chutes dans la production après la coupe. Et voilà, on travaille aussi avec nos clients pour récupérer des t-shirts usagés ou d'autres sortes de produits et mutualiser aussi. Hier, il y a Thomas Hurier qui parlait par rapport au recyclage. Voilà, on souhaite. Et là, il y aura vraiment un circuit court qui portera tous ces avantages, à savoir circuit court depuis la production de matière jusqu'au consommateur. Merci beaucoup. Denis ?
Plateau Fertile, ça se passe comment? En fait, il faut d'abord, on va dire, quand même baisser, enfin en termes d'engagement, il faut quand même baisser les engagements, ce qu'on appelle long terme, hein, et bien répartir, on va dire, un budget pour développer la flexibilité qu'on peut avoir, on va dire, dans les achats. Ensuite, je pense qu'il faut être très organisé sur justement cette partie d'achat en l'anticipant. Hein. Donc, c'est vrai que retravailler avec plus en partenariat avec des fournisseurs de matières, hein, travailler sur des stocks services, par exemple, en partenariat avec des fournisseurs, des imprimeurs aussi qui peuvent. Enfin, c'est plus souple, des réserves de matières écrues et puis pouvoir faire les imprimer à la demande au dernier moment. Et après, il y a aussi toute une digitalisation, c'est-à-dire il faut retravailler la conception en interne, c'est-à-dire qu'on a eu tendance beaucoup à sous-traiter la conception de façon lointaine, et là il faut retravailler avec des équipes qui conçoivent, qui ont, on va dire, qui sont capables d'avoir les patronages et digitaliser, et pour pouvoir, on va dire, très vite, on va dire, répartir, on va dire, ces modèles en fonction de ceux qui plaisent et ceux qui plaisent, pour pouvoir mieux, on va dire, réagir plus vite. Hein. Et par rapport à ça aussi, il y a cette nécessité de réserver des plannings, on va dire, chez des fournisseurs, chez des façonniers. Voilà, et donc répartir, on va dire, avec la digitalisation, c'est plus facile, on va dire, de réagir au dernier moment pour pouvoir avoir la marchandise rapidement, juste à temps, au moment où la demande est là. Parfait. Justement, dans la salle, on a des entrepreneurs, des marques qui peut-être produisent en local ou plutôt à l'étranger. Comment on fait pour réindustrialiser, pour reproduire en local? Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner pour ceux qui veulent commencer en fait sur une production locale? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Sébastien, peut-être? Alors, bon, ouais, je suis un petit peu embêté, je n'ai pas vraiment de conseils à donner à des entreprises qui ont pignon sur rue. Je pense effectivement, là j'entendais l'aspect de digitalisation, donc repenser peut-être déjà les circuits décisionnels internes, numériser, s'appuyer sur les nouvelles technologies. Ensuite, y a les histoires de confiance, partenariat, partage d'informations qui sont effectivement a priori les clés aussi du succès de ce genre de stratégie. Après, concrètement, ça c'est des mots. Concrètement, je pense que... Denis, tu veux rajouter quelque chose? Oui, moi je pense que en fait, localement, il faut commencer par une catégorie de produits. En fait, il faut tester, on va dire, repérer, on va dire, une organisation, enfin des façonniers, enfin là où on peut, diagnostiquer que c'est refaisable localement. Il y a par exemple aussi, des nouvelles startups, par exemple la startup Taking, hein, qui est ici donc au Fashion Tech Days, hein, qui s'est spécialisée sur cette réponse à la demande, voilà, et avec on va dire ce type, on va dire, de partenariat, on peut développer sur une catégorie produit ou deux, voilà, de reconstruire localement, on va dire, une production. Hein. Alors c'est vrai qu'aussi, on va dire, il y a l'intermédiaire. On disait qu'il y a il y a la grande import, il y a la petite import. Relocaliser aussi en Europe une partie de sa production avec des spécialistes. Hein. Au Portugal, par exemple, il y a des vrais spécialistes aussi qui peuvent apporter une réponse qui est, on va dire, intermédiaire entre le local et la grande import. Donc c'est des choses aussi qu'il faut savoir étudier. Parfait. Violette, toi qui as pas mal d'expérience à ce niveau-là. Moi, je dirais que c'est pas simple. En fait, quand on veut changer sa manière de faire, il faut avant tout déjà se poser les bonnes questions du pourquoi. Quel est le moteur et qu'est-ce qui va vous donner envie de changer?
Est-ce que c'est des questions de surstock? Est-ce que c'est des questions d'authenticité, de valeur? Parce que c'est hyper compliqué pour une marque qui fabrique tout en grand export de commencer à faire une petite partie en local. Et du coup, le meilleur conseil, c'est d'être, très clair sur quel est l'objectif sincère de la démarche, et être vraiment prêt à être très créatif dans sa manière de faire. C'est-à-dire que si on calque la manière de faire en grand export à de la fabrication française, ça ne va pas marcher. Il y a énormément de marques, par exemple, qui ne voient même pas les fabricants, qui passent par des intermédiaires et tout. En France, il n'y a pas vraiment d'intermédiaire de fabricants. Enfin, on est directement avec le fabricant. Mais du coup, ce n'est pas du tout le même échange, ce n'est pas du tout le même discours. Donc, il y a vraiment un besoin, et c'est ce qu'on a vu, nous, avec le slip français, quand on a commencé à fabriquer. On s'est dit, mais en fait, si on fabrique comme une marque de textile traditionnelle, on est mort. Parce qu'on ne peut pas fabriquer 12 mois à l'avance, passer des heures de fabrication, avoir du surstock, promotionner. Enfin, ça, c'est pas possible. Et du coup, se réinventer sur une toute petite partie de son business, c'est énormément d'efforts pour quel objectif? Donc, ensuite, une fois qu'on est clair sur l'objectif et une fois qu'on est prêt à s'investir et à bien comprendre les tenants, les aboutissants sur l'organisation, je pense qu'il faut y aller marche à marche. Il ne faut pas être trop ambitieux. De toute façon, au début, vous allez vous prendre des pots de banane et vous allez vous tromper et ça ne va pas marcher comme vous voulez et tout. Donc, si vous faites des châteaux en Espagne et vous vous dites « Ok, je passe tout du jour au lendemain en France », non. Malgré tout, c'est une industrie, l'industrie textile en France, qui a énormément souffert. Et y aller progressivement, marche à marche, avec un fabricant et l'autre, se dire on démarre avec un produit, puis 3, puis 5, puis 10, c'est une manière sereine d'avancer avec le fabricant. Et enfin, c'est surtout être à l'écoute du fabricant. Parce que historiquement, dans le grand export, le fabricant, il peut tout vous faire dans le délai que vous voulez et c'est vous qui êtes le chef. Là, c'est tout l'inverse, quoi. Aujourd'hui, la fabrication française, elle a ses limites. Et il faut y aller avec eux, en les écoutant. Ils savent être hyper créatifs, proposer des solutions. Mais on ne peut pas se dire qu'on aura tout ce qu'on veut dans le délai où on veut, à l'instant où on le veut, comme on peut parfois le trouver dans du grand export. Donc il faut aussi de la patience. Parfait. Martin? Oui, nous, on fait 2 constats. Pas de conseils, parce que notre métier, c'est vraiment de fabricant. Ceci dit, c'est intéressant, parce qu'on a soit des enseignes de marque qui souhaiteraient, qui se posent des questions pour relocaliser. On constate que c'est long. Et ça prend du temps et c'est compliqué à mettre en place. Et après, on a des créateurs qui viennent et qui ont leur modèle, la marque qui est vraiment créée de toutes pièces par rapport à leurs valeurs, par rapport à leurs convictions. Et on constate que ces personnes-là sont capables d'aller très vite. Alors un conseil, évidemment, c'est de commencer doucement, une ligne de produits, un monoproduit, puis après décliner, ça c'est sûr. Commencer également par les campagnes de financement participatif. On voit beaucoup de sociétés qui vont se lancer dans des campagnes Ulule, Kickstarter et autres. Et nous, c'est aussi un travail main dans la main. Donc l'avantage chez Le Maillot, c'est avec aussi notre bureau de création et de style intégré. Donc ces créateurs vont venir avec plein d'idées, plein de shopping, des photos sur Internet, des échantillons achetés. Et puis nous, on va leur dire, effectivement, on va être peut-être un peu rabat-joie, mais dire « Ah non, ça, on ne peut pas faire » ou « Enfin, ça va coûter trop cher parce que c'est beaucoup de temps, de main-d'œuvre. » Et on éduque aussi nos clients par rapport à ce qui est, à notre sens, faisable en France pour être compétitif. Et voilà, sans poser surtout par rapport au temps humain. Donc il faut vraiment être passionné et se lancer. Et après, nous, on est là également on travaille la transparence avec nos clients. Ce qui marche beaucoup, évidemment, en circuit court, c'est de montrer comment c'est fabriqué. Donc, nos clients sont les bienvenus pour prendre des vidéos, prendre des photos de la production. Et d'ailleurs, nos clients sont les meilleurs ambassadeurs de Le Maillot, parce que c'est nos clients qui nous amènent d'autres clients pour fabriquer chez nous. Donc, on remercie tous nos clients. Super. On n'a pas besoin de faire de commercial sortant. Ça, c'est agréable.
C'est fort. Dernière question, puis on passera aux questions du public. Je suis très curieux de connaître comment, sur le circuit local, on fait un modèle économique vertueux, parce qu'effectivement, le coût est plus cher. On a un coût minute en France qui est plus élevé. On a un achat de matières premières qui est important. Et face à des déstockeurs qui travaillent sur les volumes, sur le coût, effectivement, c'est une espèce de concurrence déloyale. Il y a aussi le consommateur qui a été habitué pendant des années à une valeur décorrélée du prix. Comment on fait pour réexpliquer le prix, réexpliquer la valeur, comme vous le faites? Ça prend du temps, il y a un coût d'évangélisation par rapport à ça. Bref, comment on fait? J'ai le micro, mais je pense que le meilleur exemple, c'est le slip français qui va... Ça tombe bien, ils sont là. Voilà. C'est... Vous voulez changer de monde, commencez par changer de slip. Et nous, en tant que fabricants, on voit les matières qu'on va utiliser. On va utiliser du coton peigné qui va être plus résistant. Les boxers vont être doublés. Et après, les consommateurs, en testant le produit, sont les premiers à voir que le produit va durer plus longtemps. Et en tant que fabricant, évidemment, on va se concentrer sur la qualité. On passe beaucoup de temps à contrôler les matières. On passe plus d'1 minute par produit à vérifier toutes les coutures, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Enfin, en tant que consommateur, si on est prêt à mettre du prix, il faut que le produit soit qualitatif, il faut que le produit aussi soit engageant, avec une traçabilité, engageant socialement, engageant environnementalement. Et après, libre à chacun de mettre le curseur par rapport à ses choix. Violette? Comment on fait? On l'explique. Je pense que le plus important, c'est une vraie authenticité et ensuite une pédagogie. Donc on l'explique et on le montre. La dernière fois qu'on a fait un spot télé, c'était dans les établissements Le Mayeux avec 2 personnes qui fabriquent tous les jours nos boxeurs et qui étaient à l'écran. Je pense que c'est important pour nous de vraiment montrer ce qu'on fait, de montrer que ça peut être une cause très joyeuse. On n'a pas du tout envie de le faire en moralisation ou voilà. Nous, on croit que cette aventure, elle est joyeuse, elle est encourageante, on donne du sens. Je vais vous donner un petit exemple. C'est sûr qu'un boxeur à 40 €, ça peut en freiner plus d'un. Et on le voit bien, c'est pas forcément le plus accessible. Après, c'est sûr, c'est de la qualité, ça dure longtemps. Sur le site internet, on a juste mis un petit le juste prix. Il y a 40 € et juste à côté, il y a marqué le juste prix. C'est un mot cliquable. Et là, s'ouvre un petit texte qui explique pourquoi il est à 40 €. On a 2 fois plus de conversion avec toute personne qui a lu le texte. Ils ont compris. En fait, ils se disent pas, ils sont sympas au slip, ils font du marketing et puis en fait, ils se font les couilles en or. C'est pas le cas. Et c'est ça le m'a jeu de d'être mots. clair. Mais c'est juste que, en fait, il y a 11 pièces d'assemblage. Notre boîte bleue, elle est fabriquée en France. Notre papier de soie, il est fabriqué en France. Nous, on croit dans des produits qui sont et qui réindustrialisent la France. On a envie de créer cette économie. Et à partir de là, quand on l'explique avec le sourire, avec la joie de vivre, avec des blagues, en s'inscrivant dans le quotidien des gens et de manière sympathique et sans moralisation, parce qu'on sait aussi que tout le monde ne peut pas le faire tout le temps et dans tous ses choix. Mais en revanche, quand ils peuvent et quand ils veulent et quand ils essayent, au final, ils réachètent. On a 50% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur du réachat. Donc, on vient au slip une fois, on vient au slip 2 fois et on est convaincu, on sait que ça a du sens. Et je pense surtout que notre premier intérêt, c'est de ne pas faire des produits qui se démodent. Nous, notre idée, c'est quand vous venez, si vous venez acheter un pull en laine chez nous, vous l'aurez dans 10 ans, il sera en bon état, c'est de la vraie laine, ça a été tricoté en France, c'est une super qualité. Et du coup, vous l'aurez dans les 10 prochaines années et vous achèterez peut-être qu'un pull chez nous dans 10 ans et ça suffira largement. Mais c'est surtout ça, c'est des produits durables et bien expliqués. Denis? Alors le modèle économique, en fait, ça passe par plusieurs points. D'abord, il y a, comme vous dites, le prix de vente.
hein. Donc forcément, le local, si on le compare à certains produits de la grande import, c'est forcément plus cher, hein. Et ça, les gens le comprennent bien maintenant parce que voilà, il y a cette sensibilisation qui est importante et il y a une volonté aussi très forte. Les dernières études, c'était que 7 Françaises sur 10 qui voulaient acheter, maintenant voulaient acheter du local. Donc, on va dire c'est un sentiment majoritaire. Et donc, quand on l'explique, hein, le slip français, dans sa marque, il a français. Donc, et bien déjà, il communique rien qu'en communiquant sa marque, hein. Après, donc justifier, on va dire, la valeur du produit, hein, c'était hier la marque 1083 qui expliquait, hein, donc qu'il fallait bien, on va dire, parler des valeurs tant d'éco-responsabilité que de qualité aussi, hein, et qu'il fallait les respecter. Et puis aussi faire des produits qui sont plus justes, qui sont moins banalisés, hein, donc plus justes si on les décide moins longtemps à l'avance, et bien souvent ils sont plus justes par rapport au marché, et puis aussi moins banalisés. Après, il y a un deuxième point qui est aussi, on va dire, de faire des produits localement qui sont performants, hein, performants en termes de coûts de production. Ça passe aussi par l'innovation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, on va dire, de nouvelles machines qui sont productives, qui permettent de gagner des coûts de main-d'œuvre. Il faut savoir, on va dire, innover. Donc ça, c'est aussi de l'investissement long terme, c'est une vision long terme. La réindustrialisation locale passera aussi par ces investissements long terme qui sont, on va dire, et derrière il y a les investisseurs privés, il y a aussi les pouvoirs publics qui doivent faciliter aussi ces nouveaux investissements. Donc je pense que c'est vraiment toute la collectivité qui doit travailler autour de ce nouveau modèle. Voilà. Et puis derrière, naturellement, on va dire, quand on fait des produits plus justes, qui sont plus justifiés, et bien, ils ont du succès comme le slip français. On gagne, on va dire, aussi en termes de modèle économique sur les soldes, le pourcentage de soldes, les pourcentages de promotion, parce que c'est quand même avant tout ces soldes et ces promotions qui ont tué la marge, hein. Donc voilà. Merci. Sébastien. Justement, je vais rebondir sur la notion d'innovation en termes de production. On a actuellement un mouvement qu'on appelle Industrie du futur ou Industrie 4.0, enfin, il y a plusieurs dénominations, dans lequel on s'investit actuellement ici au niveau académique, au niveau de la recherche. Et on a beaucoup d'appels à projets sur ce thème-là. Donc nous, alors dans différents secteurs, c'est déjà bien avancé. Dans le textile, c'est en train de démarrer. Ça démarre en fait. Bon, après, il y a le timing projet académique, entreprise qui n'est pas toujours des fois en adéquation, mais voilà, nous on se lance dans ces thématiques-là. Comment intégrer les nouvelles technologies 4.0, connecter les rapports hommes-machines, l'intelligence artificielle. Comment on peut faire contribuer toutes ces innovations à la production locale. Et pour réduire les coûts, pour que ça soit plus efficient, pour que ça soit mieux pour la société, etc. Violette. Et là-dessus, je pense que c'est hyper important. C'est qu'on n'a malheureusement pas assez innové au niveau français. On avait un vrai savoir-faire manuel. On n'a pas capitalisé sur notre savoir-faire textile industriel en machine. Et on le voit, je vais donner un exemple, la chaussette. Pour le coup, la chaussette, elle a été révolutionnée par la machine. Maintenant, on a des fils, on programme, et à la fin, on a un produit fini qui est une chaussette clé en main, presque finie. Du coup, le coût de la chaussette est beaucoup plus accessible, entre guillemets. Le coût de la chaussette française est beaucoup plus accessible qu'un boxeur qui est 11 pièces d'assemblage à la main. Donc, il y a beaucoup de choses à réinventer. Et notamment, on a lancé un programme de la machine à slip, justement pour essayer de se dire comment on réinvente nos manières de faire pour y mettre moins de temps manuel de fabrication, mais plus du temps d'ingénierie au niveau français, qui est plus facile à trouver et qui nous permettrait d'avoir des produits plus accessibles en coût de fabrication
et du coup beaucoup plus accessible pour le consommateur et permettre d'être beaucoup plus largement diffusé en fabrication française. Super, merci beaucoup. On va passer aux questions du public, je suis sûr qu'elles vont être nombreuses. Ah, ça, on va commencer là-bas. Il y a un suspense pour le micro. Ah bah voilà. Bonjour. Moi j'ai une question pour Martin. Je me disais que pour les marques qui font du circuit court, un des gros avantages, un des gros bénéfices, c'est de réduire le besoin en fonds de roulement. En revanche, vous, ça vous impacte puisque vous devez avoir en stock de la fibre, de la matière, de l'écru. Donc vous avez, vous, en revanche, un besoin en fonds de roulement que vous n'auriez probablement pas dans un autre business model. Donc comment supportez-vous ça? Est-ce que vous avez un accompagnement de la part des marques avec qui vous travaillez? Oui, effectivement, la matière, on a besoin d'engagement par rapport à nos clients. Le CIP français, c'est l'extrême. À 8 mois, ils s'engagent. Donc, nous, ça nous aide. Pour toutes les autres marques, les nouvelles marques, on demande aussi un engagement par rapport aux produits et quantité. Et puis après, 1 mois et demi avant, les quantités par taille. Ça n'empêche qu'effectivement, il y a des besoins en fonds de roulement pour les matières. Je pense qu'on a en tant que fabricant, on doit avoir une bonne trésorerie et c'est important. En fait, il faut être vigilant par rapport à ça. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Voilà. Bonjour. Je salue la relocalisation et la valorisation des métiers traditionnels en France. Ça me paraît extrêmement important. Mais très sincèrement, je ne vois pas comment on peut dire qu'on refait le monde avec cette façon de produire et de commercialiser. Je ne vois rien de révolutionnaire réellement dans cette méthode. Donc ma question serait plutôt pour Sébastien. Ce qui est passionnant, c'est justement toutes les recherches qui sont menées actuellement, notamment dans l'industrie 4.0. Est-ce que vous pouvez justement nous dire quels sont les résultats de vos dernières recherches dans ces voies-là et peut-être nous donner quelques exemples de projets qui sont menés justement dans ces domaines et dans ces voies actuellement? Merci. Je me permets juste de rebondir. Effectivement, c'est pas révolutionnaire. On revient aux bonnes vieilles méthodes. Moi, j'ai passé 5 ans en Chine et j'ai fait l'inverse. Et c'était une période où la mondialisation était à outrance. Donc, il y a vraiment un changement et ça contribue, en tout cas, à un mieux pour le monde. Et c'est nécessaire. Sébastien, peut-être pour m'exprimer un petit peu plus précisément là-dessus. C'est-à-dire que si je suis un client français et que j'achète votre produit, c'est parfait. J'adhère complètement. Je suis cliente. Mais si je me situe, par exemple, au Japon, où vous exportez énormément, où je suis quelqu'un qui habite dans l'Amérique latine, où vous avez un énorme parc retail, puisque vous avez près de 200 boutiques, si je ne me trompe pas. C'est ce que je vois sur votre site, le site français. Le site français, vous avez 160 points de vente. Alors j'adorerais avoir 200 points de vente en Amérique latine et 500 points de vente au Japon. Je serais hyper heureuse. Malheureusement, on a plus de 95% de nos ventes en France. Donc c'est pas encore vrai. Mais demain, et c'est ce que je disais, si demain on doit aller sur le continent américain, je ne crois pas que je vendrai le Made in France. Je crois qu'on vendra du Made in local. Et si demain on devait attaquer les États-Unis, je serais ravie de me dire que je suis sur du coton américain, tricoté en France, façonné en France, et apporter ce changement. Voilà, on n'y est pas. On est en fabrication française. Sur de l'Europe, l'idée de dire que je vende à Bruxelles ou à Toulouse, au final, le nombre de kilomètres est assez comparable. Et voilà. Mais non, c'est sûr que si demain on attaque le grand export,
je ne crois pas qu'on attaquera par de la fabrication en France qui traversera l'autre bout du monde pour des slips qui sont fabriqués en France. Ce qu'on porte avant tout, c'est le savoir-faire local. Et aujourd'hui, on est une marque locale, donc on s'inscrit en France, on vend en France, on produit en France. Si demain on doit attaquer du grand export, on ne fera pas du grand export à l'inverse. Ça n'a pas de sens. Excusez-moi, mais c'est ce que je vois dans les retail sur votre site, donc c'est une erreur. Alors je pense que on ne doit pas très bien s'exprimer si c'est ça que vous comprenez, et je regarderai. Merci. Merci. Peut-être Sébastien, tu peux répondre sur le 4.0 ? Oui, alors la remarque, c'était la robotisation. Alors, quelles innovations? Est-ce qu'il y aurait des exemples sur cette innovation 4.0 Alors, déjà pour préciser les choses, effectivement, il existe des robots qui peuvent produire, qui peuvent coudre. On a des machines qui peuvent coudre un t-shirt. Bon, c'est pas l'idée de nos recherches ici. Nous, on est plus comment valoriser le savoir-faire, valoriser l'humain par les nouvelles technologies. Donc, essayer de valoriser le métier et que ça soit plus efficient. Alors, les recherches dans ces domaines, ici, dans le laboratoire Gemtex, on a principalement des recherches sur la partie data, c'est-à-dire comment on extrait les données, comment on les traite et comment on est capable de les comprendre et de les utiliser pour prendre les bonnes décisions. Par exemple, détecter les tendances, favoriser la conception, aider à la conception, numériser la conception. Et actuellement, on est incité, notamment par les financeurs, à aller sur la partie plus aval de la production, donc vraiment la production, comment les machines, l'humain peuvent être connectés, comment on peut faire interagir tout ça avec les données qu'on traite en amont. Donc là, on a des projets, alors c'est un peu prématuré de parler, parce que c'est des dépôts de projets qui sont en cours, avec des entreprises locales de différentes tailles. Voilà. Bon. Parfait. On va prendre une autre question, peut-être ? Allez-y. Merci beaucoup pour vos témoignages, Madame Torgeman du ministère de la Transition écologique et solidaire. Ma question portait, vous nous avez dans vos nouveaux modèles de production locale, vous n'avez pas beaucoup parlé, et c'était aussi le point d'hier également, très peu parlé finalement de la relation avec le client final et de l'empreinte carbone induite par ces nouveaux modèles de distribution qui reposent essentiellement sur du commerce en ligne. Donc j'avais deux questions. Une pour Madame Vatine, savoir si la logistique induite par cette nouvelle relation client induisait des contraintes particulières pour votre société et des coûts spécifiques. Et est-ce que vous réalisez un petit peu une empreinte carbone des produits vendus en France? Et également à la destination de Monsieur Thomasset, savoir s'il y avait également des recherches conduite actuellement sur ces nouveaux circuits courts de production locale, parce qu'on sait par exemple, il est maintenant démontré que dans le transport, l'ubérisation de l'économie aura sans doute des conséquences importantes en matière d'empreinte carbone, pas forcément aussi positives que ce qu'on imaginait. Donc je voulais savoir si des recherches également sur ces sujets avaient lieu. Merci d'avance. Sébastien, tu veux commencer ? T'es lancé, c'est bon. Alors, par rapport effectivement à cette problématique d'impact écologique des nouveaux modèles économiques, on a effectivement réalisé des travaux qui sont des simulations de différents modèles. Le modèle classique, linéaire, ou alors le modèle avec... on avait été plus loin, on avait... ubérisé, puisque vous avez employé le mot, différents services, notamment on était passé sur un modèle avec location de vêtements, un modèle avec lavage mutualisé, donc collecte, lavage industriel et redistribution, et également distribution du vêtement versus achat en magasin. Et en fait, sur un achat en ligne avec distribution chez le client, je dirais que la bascule entre le schéma classique, c'est que le distributeur, enfin le camion qui distribue, peut être plus ou moins chargé. Donc si on organise la tournée de façon intelligente, avec par exemple une collecte de vêtements sales, redistribution de vêtements neufs, enfin quelque chose d'intelligent,
on arrive à un modèle plus vertueux en termes écologiques qu'un client qui va dans une boutique centre-ville acheter un vêtement et qui rentre chez lui. Surtout si on l'utilise le vêtement 3 semaines et ensuite on le jette. Vous voyez. Donc c'est assez complexe à analyser effectivement, et quand on fait les simulations, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et la distribution par Internet et distribution par une camionnette qui vient vous livrer chez vous est quand même assez vertueuse par rapport aux clients qui se déplacent. Chaque client qui se déplace dans un magasin acheter un vêtement va générer en général plus d'impact que la camionnette qui fait une tournée de façon intelligente. C'est ce qu'on a constaté sur des simulations qui sont des simulations, hein, donc qui sont suivant des hypothèses de départ. Parfait. Violette. Alors moi, je n'ai pas encore la réponse, mais on a lancé l'étude. Donc, grosso modo, ce que je vous disais, c'est que nous, historiquement, on s'est lancé sur notre impact social et la fabrication française. Et de plus en plus, on veut être de plus en plus vertueux d'un point de vue environnemental. On a lancé pas mal d'initiatives. On va lancer des pulls en laine recyclée. On lance cet hiver le premier pull en laine française, 100% français. Et en parallèle, on a lancé la cartographie de tous nos impacts environnementaux au niveau de toute notre production et de notre logistique, de la logistique amont et de la logistique aval. Du coup, ça va demander du boulot à nos fabricants. On les remercie d'avance de leur contribution. Mais on le fait au niveau de la Total Société, et on le fera au niveau de nos 2 canaux, puisqu'on a un canal boutique et on a un canal distribution en ligne. Donc ça nous permettra de bien comprendre en fait au niveau de la société quels sont nos impacts environnementaux, où est-ce qu'on a les plus mauvais scores et comment en fait l'objectif c'est de mettre en place notre roadmap environnemental et de pouvoir construire dans la durée une société de plus en plus vertueuse. Donc je pourrais vous répondre dans quelques mois après toutes les études et une fois que tous nos fabricants nous auront répondu à la cartographie de nos impacts. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question, oui, malheureusement. Alors, merci de me laisser la parole pour la dernière question. Moi, cher fabricant, voilà, il y a quelque chose que depuis tout à l'heure, je vous écoute. Vous avez un message qui est le circuit court et la proximité. Moi, je voudrais simplement vous dire que je suis commerçant indépendant et j'essaye vainement de rentrer en contact avec vous, commerçants français. Alors, vous l'avez dit vous-même, la force de vente, ce n'est pas votre truc. Tout à l'heure, vous l'avez dit. Mais, à mon échelle, moi j'ai 2 boutiques en Normandie, mais le commerce indépendant est encore une solution, Madame Torgeman tout à l'heure l'a dit, où on distribue encore 23 milliards de pièces qui sont distribuées dans nos boutiques indépendantes. Donc, ayez ce réflexe aussi de ne pas nous mettre de côté. Parce que souvent, quand vos distributions sont faites, vous avez un réflexe, c'est l'Internet. Moi, je distribue avec des gens qui sont très bien payés. J'ai 7 vendeurs. J'ai un chiffre d'affaires qui correspond. Ma marge, c'est mon élément de vente, donc de survie patrimoniale. Je ne casse pas les prix. Je fais très attention. Mais par contre, j'ai tous les Allemands qui viennent me voir. J'ai tous les producteurs tout le monde vient me voir, sauf le Français. Et quand on a une difficulté, nous, commerçants indépendants, pour relayer ce message auprès de nos clients sont des consommateurs intelligents, comme nous, comme vous tous. On a besoin d'un produit français. Mais j'ai ce sentiment, parce que je suis normand, donc on a pas mal de fabrication Bretagne locale, mais un coup sur 2, soit la boîte disparaît parce que son banquier ne l'a pas suivi, donc on se retrouve avec des collections 1 an avant où il n'y a plus l'existant. Et pour moi, commerçant indépendant, si j'ai un trou de production dedans et un coût de vente qui ne correspond pas, j'ai plus ma marge et ça me met en difficulté. Donc parfois, on a des réflexes d'aller vers des grandes marques, toutes présentes. Et quand je vois parfois, quand vous vous liez avec des donneurs d'ordre qui vont parfois vous faire vivre votre entreprise, mais qui donnent parmi tous leurs produits Made in China, une petite étiquette bleu, blanc, rouge en disant « Super, j'ai fait travailler un fabricant français. » Ouais, mais à côté, ils vendent toute la compagnie qui vient d'ailleurs. Moi, commerçant indépendant, je n'arrive pas à accéder à votre production. Alors je crie, je veux travailler avec vous tous. Parfait.
Bah, c'est super encourageant. Carrément. Bravo. Nous, on est vraiment ouverts. Alors, on va échanger après. Non, mais trêve de plaisanterie. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pas être spécialisé sur du monoproduit. C'est justement travailler avec plein de clients et des clients de toute taille. On a des quantités minimum de production chez nous, en tout cas, qui sont 200 pièces à la couleur. Mais après, voilà. Et c'est vrai qu'on a... Je pense que c'est difficile pour toutes les marques qui veulent se lancer et créer en France ou trouver des fabricants français d'avoir une cartographie du savoir-faire qui existe. On l'a souvent remonté. Et alors, juste pour vous répondre, on travaille avec des indépendants. Nous, on croit que les indépendants en province sont une vraie source de dynamisme du tissu économique local. En revanche, là où on a dû être créatif parce qu'on n'a pas les mêmes marges c'est qu'on n'a pas de commerciaux qui font le tour de toutes les boutiques. En revanche, on a un site internet dédié aux commerçants indépendants. On a du stock en permanence. On ne leur demande pas de se surstocker en début de saison sans réassort en cours de saison. Donc on leur offre la même souplesse et la même agilité de commande et de réassort que celle qu'on propose à nos clients permanents. Donc on travaille main dans la main avec tous nos indépendants qui nous ont lancés et on continue d'en ouvrir. On continue de les soutenir, on communique sur nos indépendants, sur nos réseaux sociaux. On croit beaucoup à l'économie locale et on sait très bien qu'on n'ouvrira pas des boutiques dans toutes les villes de province. C'est pas notre ambition. Donc on a et nos plus grands indépendants sont à Pau, à Avignon, dans on bosse aussi en Bretagne. Donc on y croit. En revanche, vous attendez pas à avoir un commercial du slip français qui toque à votre porte, mais on sait travailler avec vous et on sait répondre à votre demande et on sait même créer de la broderie dédiée et des choses comme ça. Donc on croit vraiment à la marque qui est développée sur ces 3 canaux, le web, les boutiques en propre et les boutiques indépendantes. Au contraire. Parfait, merci beaucoup. On va s'arrêter là parce qu'on a dépassé. Clarisse, tu veux faire une petite intervention? Toute petite, hein. Il existe un site et un lieu qui s'appelle la Maison du Savoir-Faire. Le site, c'est maisondusavoir-faire.com, qui est censé recenser tous les savoir-faire à minima dans la filière alimentaire. Il y a une personne qui s'en occupe, Karine Leclerc-Margras, c'est financé par le défi. Alors, il y a un double mouvement. Il faut à la fois que les façonniers répondent, dire quand la maison les sollicite pour pouvoir intégrer des informations, et les marques peuvent solliciter la maison du savoir-faire pour trouver des façonniers qui leur correspondent. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants qui étaient passionnants sur cette table ronde. Merci beaucoup.